Ok, voyons voir. On n'est pas dans la bonne dimension. L'année 2020. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah oui, c'est la merde. Je vais peut-être rester un petit peu. Ils ont clairement besoin d'un justicier masqué. Ou au moins d'un masque. Spider-Man est et a toujours été mon super-héros préféré. Bon, avant qu'on ait 3 ruptures d'anévrisme chez les viewers, je vais vous retirer une épine du pied. Spider-Man, 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 ça n'a aucune importance. Trouvez-vous une passion, sérieux. Je possède de façon non ironique 2 costumes de Spider-Man en tant qu'homme adulte. Et non, ce n'est pas juste pour mes vidéos. Je ne m'étendrai pas sur les détails. Il y a déjà assez de fanfics de ce type sur internet. C'est mon super-héros préféré. Ça peut s'expliquer avec plein d'arguments super intéressants sur le personnage, ses pouvoirs, la mythologie qui l'entoure, mais soyons honnêtes, c'est sans doute surtout parce que j'avais 8 ans en 2002. Que s'est-il passé en 2002, vous me demanderez? Eh bien, un petit film sans importance est sorti, réalisé par un illustre inconnu du nom de Sam Raimi. Ce film, c'était Spider-Man, celui qui n'est ni Amazing ni Homecoming, le premier The OG. Ce n'est pas mon film Spider-Man préféré. L'honneur reviendra à sa suite qui reste indétrôné dans mon cœur, mais c'est à mon avis un des meilleurs. Nul doute que, encore une fois, ça a à voir avec la forte nostalgie qu'il provoque chez moi, mais je vais essayer de m'en détacher autant que possible pour analyser ce qui fonctionne dans ce film et m'en servir comme base pour expliquer en quoi Spider-Man est le meilleur super-héros. Mais évidemment, toute analyse sera de toute façon subjective, ne nous voilons pas la face. Sauf dans les lieux publics, mesures sanitaires obligent. Le Spider-Man de 2002 possède une force qui le met au-dessus non seulement de la plupart des films Spider-Man, mais aussi de la majorité des films de super-héros, et cette force c'est son thème. Bon, tous les films ont un thème évidemment, mais tous ne l'utilisent pas de façon aussi consciente pour construire leur récit. Et ici le thème nous est clairement énoncé avec la réplique fondatrice du personnage qui concluait sa première apparition dans un comics: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce qui pourrait simplement servir d'excuse pour expliquer les raisons qui poussent Spider-Man à devenir un super-héros, mais Sam Raimi ne s'est pas contenté de ça et a décidé d'en faire le thème principal de tout son récit. On va donc voir comment Spider-Man ne recule devant rien et fait des choses que l'on ose encore difficilement faire de nos jours dans la majorité des blockbusters pour explorer le thème des responsabilités et de ce que ça veut dire que d'être un héros. Mais avant, on va faire un petit résumé rapide du film. Attention, les spoilers ont plus de 18 ans et sont donc déjà majeurs. S'ils ont le droit d'acheter de l'alcool, vous n'avez pas le droit de chialer dans les commentaires. Après une magnifique cinématique de PlayStation 2, nous rencontrons Peter Parker, champion incontestable des victimes, qui poursuit le bus de son lycée. La belle Mary Jane Watson se lève pour demander au chauffeur de s'arrêter parce qu'il les suit depuis plusieurs pâtés de maison, ce qui semble sympa comme ça, mais si on y réfléchit, ça veut surtout dire qu'elle l'a laissé courir 10 minutes avant d'intervenir. Peter se fait à nouveau victimiser, au cas où on n'avait pas encore compris que sa vie était une compilation cringe sur YouTube, et on notera que tous ces lycéens ont clairement plus de 25 ans. J'ai redousé! C'est quand on redouble 12 fois! On rencontre ensuite Harry Osborn, fils de Norman Osborn, qui a trop honte d'être vu dans la voiture de riche de son père. Ceci marque le premier point de notre compteur, Harry est la pire personne. Nos lycéens trentenaires font une visite scolaire dans un laboratoire, où Peter peut exhiber son côté intello en sortant des infos que Harry s'empresse de lui voler pour draguer MJ. Après cette saisie des moyens de production populaire pour le profit de la bourgeoisie, MJ fait remarquer qu'une des araignées génétiquement modifiées s'est échappée de sa cage, ce qui ne semble pas inquiéter la scientifique outre mesure. Le professionnalisme. Peter demande à MJ s'il peut la prendre en photo pour le journal du lycée, et très clairement pas pour la collection personnelle qu'il garde dans une boîte à chaussures sous son lit à côté des mouchoirs. Mais à ce moment-là, l'araignée disparue fond sur la main de Peter et y plante ses crocs, déclenchant une animation bien pratique sur un écran voisin pour bien illustrer la modification de l'ADN de notre héros. Peter rentre chez lui, ou plutôt chez son oncle Ben et sa tante May, qui semblent avoir l'âge d'être ses grands-parents, mais comme les lycéens de ce film ont déjà 30 ans, mathématiquement, ça se compense. Peter fonce dans sa chambre, se sentant fiévreux, regardez-moi cette pucelle dégueulasse, et il perd connaissance. Pendant ce temps, chez Oscorp, Norman Osborn se fait bolosser par sa propre entreprise, et décide de tester un sérum sur lui-même malgré les avertissements du scientifique qui assiste impuissant à la scène. L'expérience tourne mal et il semble que Norman est mort. On notera que le pauvre scientifique semble sincèrement inquiet pour son patron. Grave erreur. Durant la même nuit, Spider-Man et le bouffon vert sont nés. Ah bah ça par hasard. Peter se réveille et découvre qu'il a subi une opération LASIK pendant la nuit et environ 6 mois de muscu. Tante May lui demande s'il y a eu des changements pendant la nuit et après avoir très clairement maté sa Spider-Tub, il répond « Des gros changements ». C'est canonique, la morsure d'araignée a fait grossir sa quéquette. Peter regarde par la fenêtre et voit MJ dont la chambre est en face de la sienne, ce qui devait être très sympa quand il y invitait Flash, son petit copain et harceleur préféré de Peter. Au fil de la journée, Peter se découvre de nouveaux pouvoirs, de façon absolument discrète puisque tout le lycée peut le voir tirer une toile et utiliser sa force surhumaine. Accessoirement, un coup de poing qui a la
la force de te propulser aussi loin a aussi la force de faire s'effondrer ta cage thoracique sur tes poumons. Flash Thompson est donc clairement mort à partir de cette scène et a été remplacé par son frère jumeau Clash Thompson. Pauvre Flash, mort si jeune, à environ 35 ans. Peter apprend à grimper au mur et à se transformer en personnage de PlayStation 2 pour sauter de toit en toit. Oui, clairement ça a mal vieilli. Après tout ça, il s'enferme dans sa chambre et répand une substance blanche et visqueuse partout, ce qui n'est absolument pas une métaphore. Mais malgré ses pouvoirs, Peter n'arrive toujours pas à séduire MJ. Quand il la voit partir dans une voiture avec Clash, il pense que ce qui lui manque, c'est simplement un véhicule. Plutôt que, je sais pas, la capacité de communiquer normalement avec elle et de lui faire comprendre qu'elle te plaît, espèce d'abruti, les voitures coûtent cher. Et grâce à une annonce dans le journal qui nous rappelle qu'il y a eu un monde avant Internet, Peter décide de participer à un match de catch pour gagner 3000 $ facilement. Il se crée un costume de catcheur, fait une blague homophobe car on est en 2002, et remporte la victoire en 1 minute. Malheureusement, l'annonce stipulait qu'il fallait tenir 3 minutes dans la cage et Peter ne reçoit que 100 $. Au même moment, un homme rentre avec une arme et vole tout l'argent. Peter, très salé, décide de le laisser s'enfuir. Après tout, il n'y aura pas de conséquences pour lui. Oups. L'oncle Ben a été tué, et Peter part à la poursuite de l'agresseur, prêt à se venger. Mais il découvre que l'homme qui a tué son oncle, en tout cas jusqu'à ce que Spider-Man 3 ne change d'avis, n'est nul autre que l'homme qui l'a laissé s'enfuir. Au cas où on est oublié, le film nous fait un petit flashback sur ce qu'on a vu littéralement 5 minutes avant, et pendant qu'on regarde ailleurs, Spider-Man tue un type. Non, sérieusement, même si c'est par accident, il vient de le buter, hein. C'est pas l'intention qui compte. Mais on va ignorer ça. Peter a terminé le lycée et se voit remettre son diplôme. Est-ce que Norman est en train de toucher sa Spider-Tub? MJ quitte Clash Thompson pile quand il lui fait sa demande en mariage, mais ne vous inquiétez pas, Harry rôde comme un vautour non loin de là. Du temps s'écoule et Peter décide de vivre selon les derniers mots de l'oncle Ben, le fameux « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », et apparemment il implique aussi d'être super doué en couture. Sans déconner, un talent pareil pour designer et fabriquer ce costume, c'est ça son vrai super pouvoir. Spider-Man devient célèbre dans tout New York à force de sauver des gens et de combattre le crime. Et cette célébrité fait que des photos du tisseur s'arracheraient à prix d'or. Malheureusement, Peter est stupide, et il les vend au premier journal venu pour une misère, alors qu'il a un monopole sur le marché et qu'il pourrait se faire une fortune en ayant plusieurs acheteurs. Mais ça nous permet de profiter du meilleur personnage adapté d'un comics de toute l'histoire du cinéma, J. Jonah Jameson. Il est incroyable. Peter tombe sur Mary Jane et apprend qu'elle sort avec Harry depuis un petit moment, en sachant qu'Harry a volontairement caché sa relation à Peter, alors même qu'ils habitent dans le même appartement. Et MJ n'ose pas lui dire qu'elle est serveuse parce qu'il considérerait ça comme dégradant. Bref, Peter est engagé pour faire des photos à la fanfare de Scorp, et mon dieu que cette foule est stressante quand on vit en 2020. Alors les enfants, ça s'appelle une foule. C'est un phénomène qui existait dans les temps anciens. Notez l'absence de masque. C'est alors que le bouffon vert attaque et lance une grenade sur les concurrents de Scorp en ne faisant pas gaffe à son fils et MJ qui sont juste à côté. On notera également le magnifique masque du bouffon vert qui, avouons-le, fait nettement moins peur que le vrai visage de Willem Dafoe. Peter doit intervenir et après avoir plagié Superman pour se changer, il affronte le bouffon et un mec se prend un lampadaire. Y a aucune raison et on le revoit plus jamais, mais je trouve ça très drôle, et je pense que c'est un descendant du mec qui s'est tapé l'hélice dans Titanic. Après un combat en images de synthèse vraiment moche, le bouffon s'envole vers d'autres cieux tels la Team Rocket, et Spider-Man sauve MJ d'un balcon en train de s'effondrer. Il la dépose ensuite tranquillement, ah non, il la kidnappe. Jameson avait raison, Spider-Man est une menace! C'est aussi très clairement un mannequin en carton. Ils interrompent le date de deux pélos qui pensaient vraiment que personne viendrait les emmerder sur un toit et qui doivent être très deg. Pendant ce temps, chez Norman Osborn, Norman fait la rencontre de sa double personnalité, et nous prouve que Willem Dafoe est un meilleur Gollum que Gollum. Le bouffon décide de s'en prendre à Spider-Man car il menace ses plans. Il attaque le Daily Bugle pour savoir d'où viennent leurs photos, et JJJ protège Peter, ce qui est encore plus choupi que des bébés chiots qui font des câlins à des bébés chats. Spider-Man intervient et est très sympa puisqu'il laisse au bouffon vert tout le temps dont il a besoin pour l'endormir. Le bouffon lui rend sa courtoisie en ne retirant pas son masque et en ne le tuant pas. À la place, il se lance dans un discours de méchant assez oubliable, ce à quoi Spider-Man répond avec une réplique digne du 12e Docteur. Why bother? Because it's right. Because it's right! Because I'm Batman. Le bouffon s'en va après avoir prévenu Spider-Man que s'il continue de se mettre sur sa route, il ne serait plus si courtois. S'ensuit une des scènes les plus connues du cinéma des années 2000 où 4 hommes essayent d'agresser MJ dans une ruelle, Spider-Man les défonce et il se met à pleuvoir. Pourquoi la pluie est importante? Je vous laisse 2 secondes pour trouver la solution à cette énigme. Un vrai mystère. Bref, après une agression violente et traumatisante, MJ est bien évidemment dans le mood pour embrasser un inconnu masqué, mais le baiser inversé est tellement iconique qu'on oublie tous ces détails. Et vous me demanderez, mais MJ n'est pas avec Harry? Et je vous répondrai qu'on l'emmerde Harry. Un peu plus tard, Peter sauve un bébé dans un incendie avant d'être piégé par le bouffon dont l'un des pouvoirs est apparemment de très bien imiter la voix d'une femme qui crie. Ils se battent dans une scène qui nous rappelle qu'au début des années 2000, un film ne pouvait pas sortir à Hollywood sans pomper Matrix. Peter est blessé par une lame et s'enfuit. Il repart chez lui pour le repas de Thanksgiving où Norman est également invité et pour une raison qui m'échappe, il appelle Tante May alors que c'est clairement pas sa tante et qu'il pourrait l'appeler Madame Parker, mais bon. Il en profite également pour rencontrer MJ et la reluquer. Je me sens moi-même agressé par ce regard. Berk.
Peter rentre par la fenêtre, mais il se fait repérer et est obligé de se cacher au plafond. Mais une goutte de son sang coule et très clairement c'est pas du sang, c'est de la confiture, donc Spidey devrait faire gaffe à son diabète. Peter réussit quand même à se changer et à arriver l'air de rien avant que tout le monde ne se mette à table. Norman essaye de se servir et Tante May lui tape sur les doigts. Je me vengerai. Mais Peter a oublié de mettre un pansement et une tache de sang bien visible attire l'attention de Norman qui part précipitamment. Non sans insulter MJ car c'est un gros misogyne. Heureusement, Harry se range du côté de de son père. J'ai failli oublier qu'Harry est la pire personne. Norman se venge de la petite tape de Tante May sur ses mains en explosant sa baraque. La vieille femme se retrouve à l'hôpital et tandis que Peter est à son chevet, MJ vient lui rendre visite. Notre héros essaye de lui communiquer ses sentiments et elle lui explique qu'elle est amoureuse de Spider-Man. Pendant ce temps, chez les Osborn, Norman et Harry ont une discussion, mais comme Harry est la pire personne, il dévoile à son père que Peter est amoureux de Mary Jane depuis toujours. Ensuite... Ah! Ok, c'était absolument étrange. Peter se réveille, réalise que MJ peut être en danger et l'appelle. Il tombe sur le bouffon vert, soit parce que le timing était parfait, soit parce qu'il attendait sagement à côté du téléphone de MJ depuis plusieurs heures pour pouvoir prévenir notre héros. MJ se réveille au sommet du pont de Brooklyn et Spider-Man arrive en utilisant ses pouvoirs de façon super cool, c'est juste dommage que les effets spéciaux ne suivent pas derrière. Le bouffon force Spidey à faire un choix cornélien. Soit il sauve un funiculaire plein d'enfants, soit la femme qu'il aime. Comme c'est un film hollywoodien, Spider-Man choisit les deux. Malheureusement, c'est trop pour lui. Mais il est sauvé par les New-Yorkais, dans une scène terriblement optimiste d'entraide citoyenne qui ne pouvait exister qu'au tout début des années 2000. Dans un film de 2020, les New-Yorkais auraient sans doute attaqué Spider-Man et traité les enfants du funiculaire d'assistés. La distraction permet à Spidey de sauver tout le monde, mais il doit encore en finir avec le bouffon vert. Ils atterrissent dans une maison en ruine non loin de là, du genre qu'on trouve facilement dans n'importe quelle grande ville. Une bombe bien placée du bouffon fait éclater le masque de Spidey parce qu'on a besoin de voir les émotions du héros dans cette scène, et le combat reprend. Le bouffon domine jusqu'à ce qu'il menace de tuer MJ, donnant un deuxième souffle à notre héros. Apparemment ça l'a pas tant énervé quand il l'a balancé du pont, mais l'a menacé, ouh là c'est la limite. Spidey essaye clairement de tuer le bouffon sans déconner, mais celui-ci lui révèle son identité. Peter est confus face au père de son meilleur ami, qui rappelons-le est la pire personne. Non y a aucun rapport, je veux juste qu'on retienne bien ce point-là. Norman prétend se rendre, mais il commande son planeur à distance pour empaler Peter. Il fait également bien attention à l'aligner pile dans sa direction pour être sûr de mourir si jamais Spidey l'évite. Et honnêtement, vu la vitesse du machin, je pense qu'il aurait traversé Spidey et qu'il l'aurait tué dans tous les cas. On pourrait presque faire une théorie sur l'idée que Norman s'est sacrifié pour tuer le bouffon. Presque. Du coup, évidemment, Spidey évite, et je suis obligé de vous passer l'instant incroyable où Norman réalise son erreur, qui est sans ironie, l'un de mes moments préférés dans n'importe quel film de super-héros. Dans ses derniers mots, Norman demande à Peter de ne rien dire à Harry, ce que Peter fait parce que c'est un bon pigeon. Il ramène le corps de Norman dans son manoir, mais sans l'armure du bouffon vert, ce qui veut dire que Peter a déshabillé Norman. C'est canonique. La pire personne voit Spidey à côté du corps sans vie de son père et jure de se venger un jour. À l'enterrement de Norman, il fait part de son plan de vengeance à Peter après que sa relation avec MJ ne soit interrompue. Cette dernière avoue à Peter qu'elle l'aime et elle l'embrasse, ce qui apporte une note positive et permet de terminer ce film familial de façon heureuse. Mais Peter lui dit qu'il ne peut pas être avec elle et qu'il ne l'aime pas autrement que comme une amie. Il termine l'histoire en disant que ses pouvoirs sont un don, mais aussi une malédiction, c'est comme ça, il est Spider-Man. Drapeau américain à la fin parce qu'on est en 2002 ! Fin. Et ça peut surprendre les plus jeunes, mais il n'y a pas de scène post-générique. Par contre, il y a une chanson de Nickelback. C'était vraiment une autre époque. J'aime énormément ce film, et ça a beaucoup à voir avec sa fin. On va revenir sur pourquoi cette fin est importante et surtout pertinente, mais qu'on soit clair, il s'agit d'un film de super-héros à gros budget, qui plus est le premier d'une série, donc quand on n'est même pas sûr qu'il va fonctionner et avoir droit à une suite. Vous imaginez les coronesses qu'il faut pour faire valider ça par un producteur hollywoodien? C'est surtout qu'on pose pas ses Spider-Balls sur la table quand on n'a pas une vision très claire de ce qu'on veut raconter. Et cette vision très claire qu'a eu Sam Raimi d'une histoire qui se termine mal, elle vient d'une compréhension totale de qui est Spider-Man, de pourquoi c'est le super-héros le plus populaire, et du thème central lié au personnage de Peter Parker. Un grand réalisateur implique une grande compréhension de ce qu'il veut nous raconter. Voyons donc pourquoi Sam Raimi a parfaitement compris Spider-Man et ce qui fait de lui le meilleur super-héros. Quand on veut adapter un personnage à l'écran, la première question à se poser c'est « Qui est ce personnage ? Qu'est-ce qui le définit ? À quoi il ressemble aussi ? Et surtout, quelle histoire il sert à nous raconter à la base ?» L'histoire de Spider-Man, c'est avant tout l'histoire de Peter Parker. L'histoire que tout le monde connaît par cœur. Vous ne pouvez pas me retirer mon permis de youtubeur à cause de mes jeux de mots de merde, je l'ai déjà perdu il y a longtemps, car je n'ai jamais été très drôle. Eh ouais ! Qui est Peter Parker ? C'est un jeune homme qui se fait mordre par une araignée radioactive ou génétiquement modifiée et qui obtient des pouvoirs, oui. Ça c'est le pitch commercial. Mais en tant que personnage, ce qui définit Peter Parker avant tout, c'est la souffrance. On parlera des responsabilités après. Quand en 1962 Stan Lee et Steve Ditko créent Spider-Man, c'est avec une volonté. Faire un super-héros qui souffre. Aujourd'hui ça nous paraît évident parce que si dans un film un super-héros ne passe pas la moitié de son temps à l'écran à se plaindre d'à quel point c'est difficile d'être un super-héros, ils font. C'est prouvé scientifiquement,
Mais à l'époque, durant l'âge d'argent des comics, les super-héros sont des personnages invincibles et imperturbables. S'ils vivaient une tragédie dans un numéro, la semaine suivante, ils l'avaient déjà oublié. Ils étaient par définition plus grands que nature, la souffrance des mortels ne les atteignait pas. Donc Lee et Ditko ont cette idée saugrenue de créer un super-héros qui n'est pas un dieu, mais un humain qui obtient des super-pouvoirs, tout en gardant la capacité de souffrir comme nous tous. En conséquence, lors de sa toute première apparition dans le Amazing Fantasy numéro 15, Spider-Man obtient des super-pouvoirs et il perd son oncle Ben. L'histoire ne se termine pas sur un nouveau super-héros qui se balance glorieusement d'immeuble en immeuble, mais sur un Peter Parker en larmes qui disparaît dans la nuit alors que les mots « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » soulignent la naissance d'une nouvelle légende. Le super-héros humain. Peter Parker a des doutes, la vie s'acharne contre lui, il a des problèmes d'argent, bref, il souffre. Ce qui en a fait un succès immédiat. Pour la première fois, les lecteurs pouvaient s'attacher à un super-héros et s'identifier à lui. Pendant que les Avengers bottaient des culs et étaient adulés de tous, Spider-Man devait faire face à la campagne de désinformation du Daily Bugle. C'était l'underdog. Un terme de boxe à la base qui désigne un combattant donné comme perdant face à un favori. L'idée, c'est qu'on a cette tendance quasi instinctive à vouloir voir les plus défavorisés triompher face à l'adversité. Peter Parker est un underdog, les choses ne vont jamais dans son sens. C'est pour ça que quand il réussit, quand il gagne, c'est d'autant plus satisfaisant. Comme je le dis toujours, la narration c'est un art de contraste. Plus le héros perd, plus ses victoires seront importantes. Donc, quand Sam Raimi nous présente Peter Parker comme un loser à grosses lunettes, amoureux d'une fille qu'il ignore et maltraité par ses camarades de classe, il nous prépare pour apprécier d'autant plus le moment où il obtient ses pouvoirs. On ressent une sorte de justice. C'est d'ailleurs pour ça que le Peter Parker de Mark Webb est celui que j'apprécie le moins, parce qu'il est pas assez naze. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Mais attention, la chance de Peter Parker ne doit jamais durer. Dès qu'il commence à trop prendre la confiance, l'univers n'hésite pas à le remettre à sa place. Si les choses vont bien pour lui, elles vont très vite aller très mal. Et c'est comme ça que le personnage est resté aussi populaire après bientôt 60 ans. Enfin, c'est une des raisons. Parce que si la franchise consistait juste à voir Peter Parker se prendre des torches gratuitement, elle n'aurait pas un grand intérêt. Quand Peter morfle, c'est pour qu'on nous raconte une histoire et qu'on explore un thème. La souffrance est le véhicule qui permet ça, mais le voyage qu'on fait, c'est celui qui nous parle de responsabilité. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La fameuse phrase que les films ont peur de prononcer depuis la trilogie Raimi est pourtant au cœur de ce qui fait le personnage de Spider-Man. Comme je l'ai dit, c'était la conclusion de sa toute première apparition dans les comics, et elle est à Spider-Man ce que la mort de ses parents dans une allée est à Batman, sa raison même d'exister. Oui, c'est la motivation qui le pousse à être un héros, mais c'est surtout la base de son caractère. Là où Batman combat l'injustice d'un monde où les criminels peuvent rendre un enfant orphelin en une nuit tragique, Peter Parker se repent d'un choix qu'il a fait, causant la mort de son oncle. Spider-Man est défini en tant que héros par la fois où il n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas utilisé ses pouvoirs. Chaque fois qu'une situation dangereuse a lieu, une part de culpabilité le pousse à agir car il sait ce qui se passe quand il reste passif. Spider-Man est un super-héros rongé à jamais par sa première erreur. C'est sans doute aussi le super-héros qui a le plus d'intérêt à protéger son identité secrète pour ne pas mettre en danger les personnes qu'il aime. Peter Parker porte le poids du monde sur ses épaules. Pas parce qu'il est courageux ou qu'il est altruiste, mais parce que c'est sa responsabilité, car il en a le pouvoir. La fameuse phrase, parfois renommée principe de Peter Parker, peut être retracée jusqu'à la Révolution française. Cocorico. En 1793, on retrouve dans le plan de travail de surveillance et de correspondance proposé par le Comité de salut public aux représentants du peuple, député près des armées de la République de la Convention nationale française, la phrase « Les députés doivent considérer qu'une grande responsabilité est le résultat indissociable d'un grand pouvoir ». Si le pouvoir de Spider-Man n'est pas politique, son devoir, lui, est bien citoyen. L'araignée amicale du quartier rend un service public à sa communauté. Mais ce que souligne surtout cette phrase, c'est la question du devoir moral. Spider-Man ne peut pas utiliser ses pouvoirs pour son gain personnel. Il doit les mettre au service d'une cause qui le dépasse et affronter des risques non pas par choix, mais parce que ses pouvoirs lui imposent cette responsabilité. Ce qui fait de Spider-Man un super-héros, c'est qu'il sacrifie Peter Parker. Sa vie sociale, professionnelle, privée passe toujours après le besoin que les gens ont de Spider-Man. Pour revenir à la souffrance, le rôle qu'il joue dans la thématique du récit, c'est d'être le coût que paye Peter Parker. Être Spider-Man le fait souffrir. Le film nous demande alors, pourquoi souffrir ? À quoi bon être Spider-Man ? Et évidemment, sa réponse est toute trouvée. Il souffre parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Par extension, il souffre parce qu'il est un héros. Le coût est justifié non pas parce qu'il apporte quelque chose à Peter en retour, mais parce que c'est une obligation morale. Ce que Spider-Man apporte, il l'apporte aux autres, aux gens qu'il sauve, à la ville de New York. Peu importe que Spider-Man soit détesté par le Daily Bugle, que Peter soit toujours en galère et que ses proches soient mis en danger. Pour citer le 12e Docteur, ce n'est pas un héros parce que c'est facile, amusant ou pour gagner. Il n'est pas un héros parce que ça marche ou qu'il attend une récompense. Il est un héros parce que c'est la chose juste à faire. Because it's right. Et dans le monde de la fiction, ce qui est génial, c'est que quand un personnage fait preuve d'abnégation, qu'il se sacrifie sans rien attendre en retour, on peut rassurer les gens en lui donnant une récompense. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Sam Raimi. Parce que ce n'est pas ça l'histoire que Spider-Man nous raconte. Pour les films à gros budget, il y a deux types de fins en règle générale. La fin heureuse, où tout le monde est content et les gentils gagnent, et la fin douce amère. Dans cette dernière, les gentils gagnent, mais après avoir payé un prix.
On a un peu d'amertume, mais on termine malgré tout sur une note positive. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qui a gagné à la fin de Spider-Man ? Norman est mort dans les bras de Peter, Harry est rongé par le deuil et la vengeance, le cœur de Mary Jane est brisé, Tante May a perdu la moitié de sa maison, et Peter a perdu son oncle, son meilleur ami et par extension son appartement, et la femme qu'il a toujours aimée tout en sachant qu'elle partage également ses sentiments. Et tout ça parce qu'il est Spider-Man. Le film finit mal. Dans la narration, Peter le dit lui-même. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. Le film nous le dit clairement, Peter est voué à porter la responsabilité de ses pouvoirs, quoi qu'il lui en coûte. Parce que si on lui donne une petite sucette à la fin pour lui dire que tout ira bien, on annule complètement le thème du récit. Qu'est-ce que c'est être un héros ? C'est payer le prix. C'est faire ce qui est juste sans rien attendre en retour et sans rien obtenir. C'est le message que Ben nous fait passer. Quand il dit à Peter qu'il est en train de se transformer en l'homme qu'il va devenir, il lui fait comprendre que Peter peut choisir qui il sera. Dans la narration du début, Peter établit une chose, c'est ce qu'il veut. This, like any story worth telling, is all about a girl. That girl. Il veut Mary Jane. Tous ses choix, jusqu'à ce qu'il devienne Spider-Man, sont motivés par son amour pour MJ. Il veut être avec elle. C'est pour ça qu'à la fin, quand elle lui avoue ses sentiments, Peter fait le choix de qui il sera. Il ne sera pas l'homme qui a ce qu'il veut, il sera l'homme qui fait ce qui est juste. Il sait très bien, après ce qu'il s'est passé, qu'en étant Spider-Man, les personnes qu'il aime deviennent des cibles pour ses adversaires. Il ne mettra pas la femme qu'il aime en danger, même si ça veut dire qu'il doit lui briser le cœur. Le pouvoir qu'il a à la fin du film, c'est pas celui de grimper sur les murs ou de se balancer de toit en toit, c'est celui d'être capable de rejeter ses désirs et de faire passer les autres avant lui-même. C'est ça qui fait de lui un super-héros, c'est ça, être Spider-Man. Et c'est pour ça que le film se termine mal pour Peter, et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le meilleur super-héros. Pas parce qu'il a les meilleures aptitudes au combat ou le costume le plus classe, mais parce qu'il choisit de faire passer les autres avant lui, peu importe le coût, et que contrairement à beaucoup d'autres, il le paye réellement. Parce que pour la dernière fois, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien évidemment, je sais que tout ça est très subjectif. Comme on est à une époque où tous les orifices du postérieur pensent avoir la vérité absolue, on va mettre les choses au clair. Le meilleur, c'est subjectif. Être meilleur, c'est être plus bon. Bon ou mauvais, ce sont des notions subjectives. On peut atteindre un consensus sur des critères qui définissent ce qui est bon ou mauvais, et donc meilleur ou pire. Par exemple, au 100 mètres, il y a un consensus sur le fait que bon, c'est être capable de parcourir la distance en le moins de temps possible. Donc le meilleur, c'est celui qui parcourt la distance en moins de temps que tous les autres. Mais c'est subjectif. On peut aussi très bien décider que le meilleur, c'est celui qui parcourt la distance en dépensant le moins de calories. Ce qui nous donne l'impression qu'il y a objectivement un meilleur, c'est le consensus. Mais c'est pas parce que tout le monde adopte le même point de vue que ça ne reste pas un point de vue, donc subjectif. Subjectif et point de vue, c'est la même chose. Il n'y a pas de consensus sur ce qui fait le meilleur super-héros, ou un bon super-héros, ou le meilleur Spider-Man, ou le pire Peter Parker. Parce que personne n'est d'accord sur les critères. Si tout le monde est d'accord pour dire que le meilleur Spider-Man ce sera celui qui est capable de porter l'objet le plus lourd, et si on est capable de mesurer ou d'estimer le poids de cet objet à l'écran, on peut objectivement définir le meilleur Spider-Man en se basant sur des critères subjectifs. Mais un tel consensus n'existe pas. Chacun aura des raisons différentes de préférer un super-héros à un autre. Et de toute façon, on le sait très bien, le meilleur super-héros, c'est celui avec lequel t'as grandi. Donc oui, évidemment, Spider-Man est subjectivement le meilleur super-héros pour moi. Tout avis divergent ou convergent est tout aussi valide et tout autant invalide. Je ne donne pas mon avis pour avoir raison sur une vérité absolue. Je donne mon point de vue en essayant de présenter des arguments convaincants et vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, la fin de ce film est le marqueur d'une bonne écriture thématique. Et pour les créateurs de Game of Thrones, les thématiques c'est pour les dissertations au lycée. Je ne dis pas que j'ai plus raison qu'eux. Je le pense très clairement. Mais je ne le dis pas. Et c'est sur cette note qu'on va terminer la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, parce que j'ai très envie de parler des autres films Spider-Man, mais c'est compliqué de faire une série de 8 vidéos si ça vous intéresse pas derrière. En attendant, juste avant un cliffhanger qui justifiera l'existence d'un épisode sur Spider-Man 2, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo autant que possible autour de vous. Je suis Spider-Muscle. Viens avec moi si tu veux vivre. Non mais le but c'est que les gens aient envie de regarder la suite. Oh.